Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve lundi matin pour un CQFR. Comme d'habitude, je suis rejoint par Shai. Il y a Shai qui est donc avec moi. On va faire un CQFR du week-end. Plusieurs matchs. Vendredi soir, Boston avait perdu contre Miami à Boston. Samedi soir, les Nuggets sont allés gagner sur le parquet des Lakers. Ça fait 3-0. Et cette nuit, le Heat s'est imposé contre les Celtics 128-102. Shai, je vais te lancer comme ça. Si je te dis Max Truss, Gabe Vincent, Duncan Robinson, machin Highsmith, j'ai oublié son prénom, je suis désolé. Cody Zeller, Omer Yurtseven, tous ces gars-là sont à une victoire des finales NBA, Shai. Ben, c'est incroyable. Enfin, est-ce que c'est vraiment incroyable au final? Est-ce que c'est pas nous qui avons, comme Boston, comme Milwaukee, qui avons un peu tenu pour acquis que Miami, c'était peut-être que deux joueurs et que le reste, c'était des role-players corrects, mais qui ne pouvaient pas aller jusqu'en finale? Est-ce que finalement, parce que quand j'entends encore Jalen Brown parler après le match, il dit c'est pas des mecs qui devraient nous mettre en difficulté, on devrait être capable de les contrôler. Mais est-ce que là, ils sont pas sur une telle vague de confiance et de maximisation de leur potentiel grâce à Spoelstra, grâce à la culture du hit, que finalement, parce que là, c'est pas vraiment leur vrai niveau, parce que c'est pas genre ils sont en train de se qualifier en match 6, enfin, il y a 3-0, quoi. Il y a 3-0, et c'est pas que parce que Butler met 50 points, enfin, ils ont pas besoin qu'ils fassent des matchs exceptionnels, et c'est tout le collectif. Donc là, franchement, si on nous avait dit en début de saison, ou même il y a quelques semaines, quand Miami galérait dans le play-in, avait perdu son premier match, qui serait à une victoire des finales, j'aurais pas cru, honnêtement. Oh ben moi non plus, évidemment. Mais il y a ce que tu dis, c'est très juste. Il y a une quote d'Eric Spoelstra ce week-end, justement, où il parle de ça, de tous les joueurs non draftés, et presque agacé, en fait, qu'on lui sorte encore cette étiquette de non drafté, parce qu'il dit non, mais ces gars-là, ils ont déjà fait leur preuve, quoi. C'est pas comme s'ils se révélaient que maintenant. Euh, un Gabe Vincent, par exemple, il était déjà bon l'an dernier, même si j'avoue que je pense personne les imaginer à ce niveau. Moi, je suis quand même d'accord avec Jalen Brown. Je comprends que quelque part, il se dit non, mais on devrait être capable de stopper ces mecs-là. J'y reviendrai après parce qu'il y a eu des trucs quand même sur la défense des Celtics. Mais juste sur Gabe Vincent, tu parles de confiance. Et là, donc, j'ai cité Gabe Vincent. Hier, il prend des tirs où ça rejoint exactement ce que tu dis. Il y a une confiance. À un moment, il remonte en contre-attaque, il s'arrête à 3 points, il tire à 3 points, il le met. Il y a un moment, il y a un pick and roll, il prend pas le pick, il fait un reverse, il se tourne, il va le prendre à 3 points en première intention. Tu te dis, mais non, mais là, c'est que tu as atteint un niveau de confiance où effectivement, tu te dis, tu marches sur l'eau, quoi. Mais tu sais à quoi c'est dû? Justement, j'en parlais avec Théo juste avant qu'on commence là, et il a raison, c'est-à-dire que c'est des mecs qui à la base donc, ont jamais eu cette opportunité de prendre des shoots, de faire des erreurs et après d'avoir le droit entre guillemets de recommencer, parce que leur statut leur permettait pas finalement. Ouais, Là, ouais, là, là, enfin, que ce soit Spoelstra ou l'entièreté de la franchise, ils vont pas se faire pourrir par le franchise player à côté, ils vont pas se faire pourrir ou sortir par le coach derrière. Ils ont peut-être eu le temps de faire ces petites erreurs et tout ça, et ils sont sur une confiance. Voilà, Gabe Vincent, il a fait des matchs à, je sais pas, 5 sur 16 ou 5 sur 17 en playoff au début, mais il n'est pas sorti de la rotation, il a toujours eu les mêmes responsabilités. Et là, le genre de séquence que tu décris, bah, c'est celle d'un joueur et d'une équipe en confiance. Ça vaut aussi pour Duncan Robinson, par exemple, qui retrouve une adresse. Le mec était à la cave. Il était à la cave. Il jouait plus du tout. Il est considéré, dès qu'il y avait les petites. Et nous-mêmes, je me demande si on ne l'a pas classé dans les pires contrats ou des trucs comme ça. C'est possible, il faudrait qu'on regarde. Mais il apportait plus ce qu'il apportait à 3 points et il était considéré comme plutôt handicapant en défense. Là, c'est-à-dire qu'il est plus handicapant en défense parce qu'il est dans l'effort collectif. Et en plus, il a retrouvé une adresse parce qu'ils l'ont remis sur les rails. Ils l'ont jamais descendu dans la presse. Ils n'ont jamais vraiment entretenu des rumeurs de trade. Non, mais c'est bon, on a tourné la page Duncan Robinson. Enfin, c'est plein de trucs comme ça. Il n'avait même plus de valeur. C'est ça qui est voilà. fou. Il n'avait plus de valeur. Ils ont réussi à faire en sorte que tous ces mecs-là sont en confiance et pas à dépendre que d'un seul joueur, même si le talent de Butler est. Et là, ils n'ont même pas besoin que Butler fasse des grands matchs. Il est là pour troller depuis 2 matchs, en fait. Ouais, c'est un peu ça. Alors, j'exagère. Il attend les finales, là, déjà. J'exagère parce que la petite prise de bec marrante avec Grant Williams, donc derrière, il a quand même répondu. Ils ont eu besoin que, dans le match précédent, que Butler marque des paniers et fasse l'alpha dog. Mais là, sur celui-là, est-ce qu'ils ont. Enfin, Butler, il fait quoi? Il met combien? 14 points? Un truc comme ça? 16 points. 16 points. Après, il est dans le jeu. Non, mais il est bon. S'il passe. Mais effectivement, oui, tu as tout fait raison. C'est même pas le. Sur ce match-là, pour le coup, tu parles de le troller. Effectivement, j'ai l'impression que sur ce match, il était là pour troller. Tu vois, il fait le signe du temps mort aux Celtics, le truc qu'avait fait à leur fort dans le game 1. Ouais. Au passage, le game qui a perdu Miami. Mais oui, non, mais. Je repense là, en fait, à tous les petits moments où les Celtics ont voulu trash talk ou provoquer.
il y a 3-0 dans cette série. Enfin bref, c'est ça le plus étonnant. Ouais, c'est le score qui est étonnant parce que ils n'ont pas l'attitude qui va avec le trash talk en fait. Ouais, t'es pas dur du début à la fin pour derrière te permettre de faire du trash talk quoi. Ouais. Le hit troll, derrière ça assume quoi. Sinon juste pour Gabe Vincent, je donne la stat quand même, il est à 29 points sur ce match, 11 sur 14, c'est tellement juste ce que tu dis sur le 5 sur 17, il y a tellement d'équipes où en fait ses minutes auraient baissé. Et là, il fait 11 sur 14, 6 sur 9 à 3 points. À lui tout seul, il met plus de points que Tatum et Brown réunis qui sont à 26 points en cumulé sur ce match. Et je vais te dire un truc quand même. Dans ce match, j'ai vu donc des tirs en première intention de Gabe Vincent. J'ai vu Duncan Robinson qui drive et pas qu'une fois. J'ai vu Duncan Robinson qui fait un Eurostep pour envoyer une passe en alley-oop à Bam Adebayo. J'ai vu Max Strus envoyer Bam Adebayo au alley-oop. J'ai vu des systèmes appelés pour Cody Zeller. Franchement, à partir de là, je ne sais même plus quoi te dire. Quoi. Tu te dis, mais c'est des finales de conférence. Miami a torpillé Boston. Ils se sont fait ouvrir, je suis désolé, mais c'est le terme, par des drives de Duncan Robinson. En première mi-temps, c'est drive sur drive de Miami. Drive sur drive. Soit pour des 3 points, soit pour marquer sous le cercle. À partir du moment où tu prends des lay-ups en pagaille de Duncan Robinson, limite, ça devrait être fini. Tu devrais être à 3-0, fini, c'est plié. Parce que... Mais bon, là, on parle comme s'ils étaient éliminés, mais comme si Boston était éliminé. Mais moi, c'est ça que je retiens le plus. C'est-à-dire que bon, jamais une équipe n'a remonté un 3-0. Ça vaut aussi en face pour les Lakers et les Nuggets. Mais là, au moins, les Lakers, j'ai l'impression qu'ils sont quand même dans les matchs. Ils donnent du fil à retordre aux Nuggets. Tu vois. Là, sur ce troisième, je m'attendais à... Même si Boston ne gagnait pas, parce que c'était à l'extérieur, je m'attendais à une réaction d'orgueil, un truc qui fait qu'ils se disent, bon, non, on est encore là, on ne va pas sortir par la petite porte, tu vois. Mais là, ils ont pris une rouste. Ils étaient à moins 15 à la mi-temps, moins 30 dans le troisième. Enfin, et à la fin, tu vois le langage corporel, la communication, ils sont tous totalement abattus. Ils n'y croient pas une seconde. Mazzula qui dit c'est ma faute. Enfin, et voilà, on sait il apprend sur le tas. C'est pas facile, c'est dur. Tu es face à Spoelstra qui te outcoach tous les matchs, c'est difficile. Mais je sens pas je sens pas l'espèce d'esprit de révolte, de répondant. Ils sont abattus, ils sont en train d'accepter qu'ils vont sortir. Et c'est ce qu'on voit pas chez les Lakers de l'autre côté, à leur crédit, alors qu'ils sont à 3-0. Non, mais c'est terrible. Moi, pareil que toi, j'attendais une réaction. Je me suis dit après, déjà, j'attendais une réaction. On en parlait dans le CQFR de vendredi. On se disait, non, mais la Game 2, ils n'ont pas le choix. Généralement, dos au mur, ils répondent. Non, ils perdent à nouveau ce Game 2, alors qu'ils menaient, encore une fois, comme dans le Game 1, ils menaient. Voilà, on peut en parler aussi, tu vois, on peut mélanger un peu les matchs. Mais donc, il y a ce match où ils mènent, il y a cette embrouille, entre guillemets, entre Grant Williams et Jimmy Butler. D'ailleurs, Grant Williams, je ne suis pas sûr qu'il reste à Boston. Je le dis là, je pense que ça, c'est terminé. Il y a cette embrouille, et derrière, le Heat qui assomme complètement les Celtics pour gagner ce match. Ils prennent le Game 2. Tu te dis Game 3, ils n'ont pas le droit de perdre, c'est obligé les Celtics, il va y avoir réaction d'orgueil, ce que tu veux. Même Spoelstra, il s'attendait à une réaction de la part des Celtics. Et derrière, il y a une démonstration du hit, quoi. Mais j'espère, je suis en train de me dire, là, tu parles de Grant Williams, j'espère que la narration, ça va pas être de dire c'est parce que Grant Williams a trop ouvert sa bouche, alors les Celtics sont déjoués. C'est un peu facile de dire que c'est Dillon Brooks qui a fait perdre les Grizzlies. Dire, ok, il a réveillé la bête et tout, mais Grant Williams faisait un bon match. Là, c'est pas lui qui fait perdre le match non plus. Il est correct en sortie de banc. Pour moi, là, c'est les stars qui sont pas là. Enfin, Jaylen Brown et Tatum, ils sont pas là, et le collectif n'est pas là. Donc, j'espère que ça va pas être la narration et que les deux zozos, ils vont assumer derrière le fait qu'ils aient pas été au rendez-vous pour l'instant, à moins qu'on soit sur un truc légendaire où ils nous sortent 3-4 matchs de folie. Non, mais ça n'arrivera pas. Je vais pas, comment dire, si, je vais les enterrer, je suis désolé, mais j'arrive pas à imaginer un monde là où les Celtics y reviennent. Enfin, déjà, de toute façon, aucune équipe n'a jamais remonté un 3-0, mais j'ai l'impression, je vais être même encore plus dur envers Tatum qu'envers Brown. J'ai l'impression que, tu vois, Brown, il y a un mini sentiment de révolte dans le premier quart-temps. Tatum, j'ai l'impression qu'on voit vraiment les limites. Je suis peut-être dur, il est jeune. Il y a un truc dans sa personnalité. Depuis le début, on en parle dans le CQFR plusieurs fois. J'ai même déjà dit, j'arrive pas tout à fait à mettre le doigt dessus. Je parlais avec Simon de Trash Talk et SoFoot, Simon Capelli-Walter, pour éventuellement pour ceux qui connaissent. Il a dit quelque chose que je trouvais pertinent. On parlait justement de Tatum.
Et il disait Tatum, il aime plus briller que gagner. Et je pense que ça se rapproche un peu du truc sur lequel j'arrive pas à mettre le doigt, quoi. Il y a un peu de ça. J'ai l'impression qu'il n'a pas encore capté tout à fait. Et je ne suis pas sûr, et c'est un très, 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 très fort joueur, mais je ne suis pas sûr que ce soit l'ultimate alpha dog, quoi. Voilà, sur cette campagne, pour l'instant, ça tend à aller vers ce que tu dis, parce que ça pourrait aller dans le sens de. Enfin, ça pourrait expliquer pourquoi il n'est pas sorti sur le fameux match où il bat le record dans il va chercher 51 points. Il va clairement les chercher. Après, bon, ça peut s'entendre. Hein, mais c'est un match où il aurait dû être sur le banc à ce moment-là. Et bon, après, il a choisi de vouloir marquer l'histoire. Ça, je veux bien comprendre, il n'y a pas de problème. Hein. Mais ça peut aller dans le sens de ce que tu dis, où il a envie de briller et plus que de gagner. Après, les soucis se limite pas à Tatum là-dessus. Oui. Mais oui, c'est les genres de matchs où on l'attend. Et il avait répondu présent dans le match 7 lors de la série précédente. Là pour l'instant, moi, je l'attendais justement sur ce match-là. Lui et Brown, non, ils n'étaient pas là. Il n'a même pas eu l'occasion d'être là, presque, tellement ils ont été surclassés collectivement et que lui n'est pas sorti du lot individuellement. Tu sais que j'ai une stat complètement folle que je viens de voir en lisant le box score. Je ne m'en ai pas forcément rendu compte pendant le match. Enfin, je veux dire, ça ne m'a pas tant marqué que ça. Les Celtics, ils ont pris 21 rebonds offensifs. Le Heat en a pris qu'un seul. Je veux dire, tu sais, c'est le genre de stat, normalement, tu te dis ça. Ah, c'est sûr, Boston a gagné. Tu sais, tu regardes ça, tu te dis, oh, mais c'est sûr qu'ils ont gagné. Mais non, ils perdent de 26 points ce match. Je le répète encore. Il y a une adresse, évidemment. L'adresse à 3 points a fait très mal. Mais l'adresse à 3 points, j'ai trouvé. Vraiment, ça venait souvent du fait que la défense de Boston était beaucoup trop passive. Déjà sur les drives, déjà, je suis désolé, mais je comprends. Jalen Brown, tu n'as pas le droit de te prendre des drives de Max Strus et de Duncan Robinson. À un moment, à ce niveau, tu n'as pas le droit. Pas quand tes mecs, tes défenseurs, c'est Marcus Smart, Jalen Brown, Jason Tatum, Derrick White. Il y a du all défensif dans le lot, quand même. Tu vois, les mecs comme ça, même Grant Williams, il se prend des drives de Duncan Robinson. Et c'est les drives. C'est ces drives-là qui souvent offrent des 3 points. Et pareil, les close-outs sont très fébriles, très timides. Tu ne sens pas l'intensité. Encore une fois, Stock avait dit ça une fois, on dirait que Boston joue comme si c'était la saison régulière. Souvent, c'est ça, en fait. Tu as l'impression qu'il n'y a pas l'intensité de ce niveau de la compétition. C'est plus le premier tour, c'est plus le deuxième tour, c'est le final de conf. Mais ça, cette légèreté défensive ou cette difficulté défensive comparée à l'année dernière, c'est là où la transition s'est jamais faite entre Mazzulla et ce qu'il y avait avant avec Udoka, parce que c'était une des composantes des Celtics depuis des années, même avec Brad Stevens. Et Udoka avait encore fait quelques twists pour que ce soit à un niveau encore supérieur. Et là, c'est là où ils ont eu du mal. Ils sont devenus meilleurs offensivement presque pendant la saison régulière et un peu pendant les playoffs. Mais là, tu vois, à contrario, c'est encore pour jeter des fleurs à Spoelstra, mais ils se tirent qu'ils arrivent vraiment à. T'as l'impression qu'ils ont un tableau de bord devant eux, ils se disent alors l'adversaire aujourd'hui, bon, il faut qu'on soit balèze à 3 points, bim, vous allez shooter à 50% à 3 points, les gars. Aujourd'hui, il faut verrouiller en défense, vous allez faire en sorte qu'ils marquent moins de 100 points. Bon, c'est Milwaukee en face, on s'en fout, série offensive à fond, vous allez marquer 120 points par match. Tu sais, t'as l'impression qu'il a un tableau de bord où il pilote et les mecs, ils répondent présents tous, sans exception. Donc voilà, nos amis des Celtics sont mal barrés et je pense pas. S'il y a une équipe qui peut remonter un 3-0, j'ai peur que ce soit pas celle-là, malheureusement pour eux. Le Heat devrait avoir le droit de piocher un des meilleurs joueurs de chaque équipe. C'est Benjamin qui avait donné ce truc en playoff. À chaque fois que tu élimines une équipe, tu as le droit de prendre un joueur, mais le Heat, juste le Heat devrait avoir le droit d'aller piocher un joueur parmi les équipes qu'ils ont éliminées. Je suis pas sûr qu'ils prennent ni Embiid ni Tatum, juste pour info, hein. juste comme ça. Tu sais, à choisir entre les 3 équipes qu'ils ont éliminées, voilà. Non, pour le fun. Pardon, ils n'ont pas éliminé Philadelphie du coup, mais juste pour troller, ils vont prendre Cornet ou Hauser à Boston et non, mais ils ont pas besoin. En fait, ils ont pas besoin, ils ont pas envie d'avoir des stars. Enfin, cette équipe-là, ce groupe-là, ils ont pas. Tu vois, ils vont aller jusqu'au bout avec cette mentalité vraiment. Là, on dit souvent, il y a la mentalité d'underdog et tout, mais d'habitude, c'est quand même des équipes avec plus de talent de base, de talent identifié en tout cas. Là, c'est vraiment de l'underdog, quoi. C'est du franchise player jusqu'au bout du banc, c'est que des mecs. La preuve, tu vois, les Haywood Highsmith, les mecs, on a l'impression que c'est un joueur créé dans 2K. Enfin, alors, il joue pas beaucoup, mais tu sais que si tu le mets, lui, typiquement, et on l'a vu en saison régulière, même si tu le mets 10 minutes, tu sais qu'il va t'apporter en défense. Ils sont tous prêts, en fait. Et c'est là que ce serait intéressant d'avoir un jour un bouquin ou un long documentaire sur ce que c'est cette fameuse culture du 8, parce que ils n'ont pas pioché au pif des mecs comme ça qu'ils ont fait venir
C'est tout un travail pour drafter Adebayo. Ils avaient vraiment identifié des trucs précis chez lui pour recruter Butler et tous les mecs autour. Là, il y a tout un processus qui fait qu'ils sont compatibles ou pas, tu vois. Est-ce qu'ils sont capables de répondre aux exigences qu'implique de devenir au hit? Ouais, S'ils font rentrer Udonis Haslem dans le Game 4 ah oui, on veut voir. Une fois qu'ils sont en contrôle, là, je réponds plus de rien. On veut voir ça. on va passer aux Nuggets Lakers. Donc, c'est une série que Denver mène aussi 3-0. Mais par contre, je suis d'accord avec toi, ça renvoie quand même pas la même impression sur le terrain. En tout cas, sur les matchs, on n'a pas le même sentiment, évidemment. Denver qui allait prendre le Game 3 à Los Angeles. C'est la première fois que les Lakers perdaient à domicile. C'était un gros game de Jamal Murray encore. Et 37 points, comme dans le Game 2. Et sa première mi-temps, elle est quand même complètement voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il a commencé le Game 3 comme il avait fini le Game 2, en mettant tous ses tirs quasiment. Le mec met 30 points à la mi-temps. Il est à 30 points à la mi-temps, il rate quasi rien. Il est sur la confiance du dernier match. Et lui, pour le coup, il est vraiment en mission pour montrer, ok, pendant 2 ans ou 1 an et demi, vous m'avez oublié. Ou même quand j'étais ce qui commençait à ressembler à une accession à mon meilleur niveau, j'étais un peu... est-ce que c'est vraiment All-Star? Est-ce que les Nuggets ne devraient pas... Michael Malone a dit, j'ai refusé quand c'était... j'ai oublié son nom, Conley, qui était le GM. J'ai mis mon veto pour que Jamal soit pas tradé contre des joueurs d'un standing supérieur, parce que je savais qu'il avait en lui ce côté star et d'être plus que mieux même qu'une deuxième option. C'est un vrai... Lui, il est vraiment en mission pour ça, et ça se traduit dans sa manière de jouer, dans comment il se comporte, sa communication. Il est vraiment comme ça, et Denver en profite à mort. Ah ben là, non, mais sur les 2 derniers matchs, il a été exceptionnel. Les Lakers, qui encore une fois, sont quand même plus ou moins revenus au score, mais sans vraiment jamais réussir à passer devant. C'est ça aussi que je trouve fort chez les Nuggets, pour le coup, c'est qu'il y a une forme de maîtrise qui fait que même quand Los Angeles recolle à 3 points, quel que soit le match, il y a toujours une solution derrière quand même. Ouais, c'est pour ça, les Lakers sont pas dans une... On n'a pas envie de les enfoncer. Je veux dire, ils ont l'air de faire ce qu'ils peuvent. Ils ont des limites auxquelles que les Nuggets s'exploitent. Et ça, voilà, il y a une différence de niveau et elle se voit, mais les Lakers sont moins vaillants, quoi. Tu vois, c'est différent de la série. Je peux enfoncer quelqu'un si je dois faire le hater. Je t'en prie, vas-y. Je ne sais pas si tu te souviens, après le Game 2, je disais... D'Angelo. J'avais même fait un papier, j'avais dit il faut avoir le courage de sortir D'Angelo Russell du ouais. Et il aurait dû t'écouter. Faut mettre Hachimura, parce que de toute façon, D'Angelo, il a besoin de se relancer complètement. Ouais. D'ailleurs, en écrivant ce papier, j'ai appris quelque chose d'intéressant. Je disais que, donc, apparemment, les Lakers n'osent pas trop parce qu'ils ont peur que D'Angelo Russell, ils prennent ça comme un espèce d'affront, comme une relégation, et que du coup, ils décident de partir cet été. Mais là, honnêtement, ils vont vraiment devoir se poser la question, parce que D'Angelo Russell, donc déjà, c'était catastrophique. Tu avais donné la stat là, avec le plus-minus, c'était moins 40, je crois, à ce moment-là, ou moins 41. Là, tu peux rajouter en 20 minutes, il s'est encore pris moins 12. Il finit à 1 sur 8 au tir, 1 sur 6 à 3 points. 3 points, 3 balles perdues. Il joue que 20 minutes, mais ça a été 20 minutes super compliqué. C'est trop. Il a besoin vraiment de jouer dans le deuxième 5. Là, dans le premier 5, ça ne marche pas. Il est beaucoup trop fragile défensivement. Il est exposé. Même si c'est un joueur... Je comprends les fans des Lakers vont me dire « Ah, mais c'est un bon fit avec LeBron parce qu'il n'est pas obligé de jouer avec la balle. » Oui, D'Angelo Russell, il n'est pas obligé de jouer avec la balle, mais ça reste quand même... Il a quand même besoin d'avoir la balle. Ce n'est pas un spot-up shooter. D'Angelo, lui, pour le coup, c'est quand même un mec qui aime avoir le ballon entre les mains. Et je pense que dans le deuxième 5, des moments où il y a un peu moins intense, où la défense, enfin, je veux dire, ça joue différemment, il y a moins de gros attaquants en face, il a plus de ballons, plus d'occasions de se mettre en rythme. Lui, pour le coup, je pense qu'il aurait vraiment besoin de sortir du banc, parce qu'en tout cas, là, ça ne marche pas du tout. Alors qu'Hachimura, encore une fois, n'était pas trop mauvais pour les Lakers. Il fait 13 points, 6 rebonds sur le Game 3. Et Austin Reeves, en plus, a pris tellement d'importance de toute façon que D'Angelo. Et il en a presque pas pris assez, et c'est pas de sa faute. Il est incroyable. Enfin, à chaque fois, on dit très bon sur le Game 3. À chaque fois, on dit c'est lui qui les maintient en vie dans le deuxième carton. On dit c'est vraiment le troisième larron, mais en fait, c'est plus que ça. J'ai l'impression même que quand ils vont faire le bilan de leur élimination, de leur saison, tout ça, ils vont se dire est-ce qu'on n'aurait pas dû plus l'alimenter dans les moments chauds, parce que c'est le seul qui répond toujours présent. C'est moins expérimenté à ce niveau-là quasiment, et ça a encore été le plus tranchant, et c'est le seul qui était capable un peu de rendre coup pour coup à Murray, Jokic, dans le quatrième carton. Et je sais pas si c'est parce que justement ils font encore trop confiance à D'Angelo Russell, ou parce que LeBron avec lequel pourtant Reeves il a vraiment une bonne connexion quand ils combinent tous les deux, c'est fort.
Et je sais pas si LeBron n'a pas assez non plus fait confiance. Et Reeves, il finit quand même avec 23 points, 7 rebonds, 5 passes à 7 sur 10. Il a pris que 10 Ouais, tirs. après que 10 tirs. Il a pris que 10 tirs. Et je crois que c'est dans le deuxième quart-temps, je pense que c'est ce match-là où il met 15 points, quoi. Genre, Ouais. en fait, au moment où Los Angeles est à la rue, parce que justement Murray a mis tous ses tirs, il me semble que c'est dans le Game 3. Je suis désolé, maintenant je me les confonds un petit peu, mais Reeves, il les maintient en vie à lui tout seul, quoi. Mais Donc, il faut là, c'est trop tard, mais il faut voir pour l'année prochaine. Mais il faut que Reeves il ait le droit, il ait la carte blanche pour si aujourd'hui il veut prendre 23 shoots, qu'il puisse les prendre, parce que tu sais pas, c'est un mec qui peut, il peut mettre 45 points dans un match tellement il est adroit, tellement il marche au hit check, il est sur des dynamiques de scoring, il peut enchaîner sur 10 minutes. Enfin, je pense qu'il faut unleash Austin Reeves presque. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais je pense que ça va venir. De toute façon, ça va être leur parce que du coup, lui et D'Angelo, tous les deux sont éligibles à un contrat cet été. Ouais. Alors lui, c'est un peu différent parce que les Lakers peuvent matcher n'importe quelle offre. Mais bon, je pense que la priorité, elle est très claire après ces playoffs. Du côté de Los Angeles, je pense qu'Austin Reeves va prendre vraiment du galon. Lui et Hachimura. Ce serait une énorme erreur. Parce qu'on parlait, depuis qu'il est là, on parle un peu de Caruso bis, mais c'est un joueur très. Non, mais voilà, c'est un joueur très très différent et dont l'importance est encore plus flagrante que ne l'était celle de Caruso quand ils ont été champions. Mais bon, là, c'est vrai qu'on parle des Lakers, mais c'est vrai qu'il faut aussi dire que Michael Malone, s'il écoute le CQFR, il va pas être content parce qu'il va dire que voilà, il mène 3-0, mais qu'on parle encore des Lakers. Mais pour parler des Nuggets, ouais, ils sont en contrôle. Jokic n'a pas besoin de faire des matchs légendaires, il a juste besoin de devenir coach Jokic dans le 4e quart-temps, comme Malone l'a dit l'autre soir. C'est lui qui a un peu instigé cette volonté de jouer vraiment à deux avec Jamal Murray. Et c'est super fort, quoi. Il fait 24 points, 8 passes, 6 rebonds, mais c'est lui qui pilote tout dans le money time, dans le 4e quart-temps en général. Et les Nuggets, ils sont sur des rails, quoi. Comme on l'a dit, ils affirment leur supériorité match après match, et on les voit pas craquer. Là, je les vois pas non plus craquer et être la première équipe à dilapider un 3-0, quoi. Je vois pas non plus. De toute façon, Game 4 ce soir. Après, on aura, à mon avis, beaucoup d'autres occasions de parler des Nuggets. On n'a pas fini d'en parler. Donc, Game 4 ce soir, Los Angeles pour sauver l'honneur, éventuellement, ou Denver pour finir la série. En tout cas, les Nuggets, ça avait l'air déterminé à finir la série, mais bon, ils ont encore plusieurs occasions. Ça ne m'étonnerait pas qu'on voit quand même peut-être un Game 5. Après, en tout cas, les Lakers méritent au moins de ne pas sortir sur un sweep. Les Browns n'a jamais été sweepé durant une série, à part en finale. Les deux finales 2007 et 2018. Je suis d'accord, ça mérite. Il mérite pas d'être sweepé. Je suis d'accord. Mais bon, en tout cas, on se retrouvera demain pour voir ce qu'il en est et pour débriefer tout ça. Aujourd'hui, podcast, on va enregistrer un podcast avec Théo. Donc voilà, restez branchés sur la chaîne. Et nous, on se retrouve donc dès demain pour le CQFR. Ciao à tous. À demain.